je me suis posé la question suivante. Finalement, pourquoi évaluer la satisfaction en formation? Pourquoi ces pratiques sont-elles aussi développées et très très peu présentes dans le domaine de la recherche? Alors, vous avez Kirkpatrick qui a apporté une première réponse en fait à cette question, puisque pour Kirkpatrick, l'évaluation de la satisfaction à l'issue de la formation, elle est utile parce qu'elle va permettre d'évaluer la satisfaction client et elle est utile également parce qu'elle permet de savoir si les participants ont été intéressés par la formation. Et selon lui, s'ils sont intéressés, alors ils feront plus d'efforts pour apprendre. Autrement dit, si la satisfaction n'a pas d'impact sur les résultats en termes d'apprentissage, eh bien, elle aurait un impact sur la qualité de l'apprentissage. Donc, ce sont des éléments qu'avait posé Kirkpatrick en fait très très tôt. Cependant, il n'y avait pas de recherche empirique qui accréditait ce point de vue. Et surtout, et c'est toute la difficulté aujourd'hui sur le sujet, pas de définition consensuelle de la satisfaction en formation. Donc, on va regarder un petit peu ensemble comment est-ce que on peut essayer de répondre à cette question. Je voulais juste revenir sur un petit point tout à l'heure par rapport que j'ai pas évoqué, mais par rapport aux pratiques d'évaluation de la formation. Euh, Pourquoi est-ce que finalement elles sont très très peu développées sur les autres niveaux, hein, puisqu'ensuite on a quand même des réponses à ces questions. Elles sont très peu développées. Alors vous avez plusieurs auteurs justement qui ont été étudier la question et elles sont très peu développées pour plusieurs raisons. Donc la première en fait raison qui ressort en fait de ces enquêtes est liée au fait que vous avez pas forcément, il n'y a pas forcément de volonté en fait d'évaluer la formation puisque finalement on considère que par elle-même la formation est vertueuse. Donc voilà, donc ça c'est l'un des freins au développement de l'évaluation de la formation. Un deuxième frein également qui a été identifié, c'est ne pas savoir finalement ce que l'on veut et ce que l'on peut évaluer. Euh, Finalement, la mise en contextualisation pratique du modèle de Kirkpatrick, il nécessite quand même, bien qu'il permet de préciser les différents niveaux qu'il faut clarifier, mais il nécessite quand même que l'on ait bien compris les buts et les rôles de l'évaluation. Comme difficulté également sur l'évaluation, l'absence de compétences techniques en interne dans les entreprises pour pouvoir eh bien déployer ce type de système. Et puis également un autre frein qui a été identifié, eh bien c'est le fait de redouter eh bien les résultats de l'évaluation, puisqu'effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, évaluer, il faut rattacher la question de l'évaluation à des objectifs, mais il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que l'on va faire de ces résultats, de ce processus d'évaluation et quelle finalité. Est-ce que la satisfaction est évaluée sur un temps T ou elle est analysée aussi post-formation? Alors la satisfaction, bien souvent, elle est évaluée, et c'est le cas aussi en fait dans les recherches, hein, elle est vraiment évaluée, ce qu'on appelle l'évaluation à chaud, c'est-à-dire juste après la formation. Maintenant, est-ce qu'on a étudié l'évolution de mesures de satisfaction dans le temps? Je pense que ça, c'est clair qu'il faudrait se poser la question à l'issue de la formation. Et puis, par exemple, 3 mois après, euh, c'est quelque chose que l'on va pas retrouver dans les recherches parce qu'en fait, on a très peu de recherches sur le sujet. Et bien souvent, la satisfaction a été étudiée plutôt pour essayer de voir si elle est en relation avec l'apprentissage. Alors, une autre question, l'évaluation des apprentissages des comportements, quelles sont les différences? Donc, pour évaluer l'apprentissage, là, ça renvoie vraiment aux tests, d'accord, de connaissances. Bon, après, on a aussi éventuellement des comportements. Je pense que votre question, elle pose bien, elle doit sans doute bien plus se poser sur la question du transfert. Si maintenant votre question est comment est-ce qu'on évalue
Le transfert, très clairement, c'est un champ d'investigation très important dans le domaine de la recherche et c'est une question qui est très 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 complexe. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait euh, on- ce que je vous propose, c'est d'y revenir tout à l'heure, puisqu'en fait, j'avais prévu tout à l'heure de vous parler justement de l'évaluation du transfert, sur comment concevoir des dispositifs favorisant pardon, le transfert, si vous êtes d'accord. Donc Jean-Paul Moirot qui dit par expérience, j'ai plein d'étudiants qui s'aperçoivent de l'intérêt du cours plusieurs mois ou plusieurs années après le cours. Tout à fait d'accord avec vous. Et on verra tout à l'heure, alors ça ne sera pas totalement l'objet de mon intervention, mais dans le cadre de ma thèse, moi j'ai travaillé sur le concept d'intérêt individuel et d'intérêt situationnel. Et là vraiment, quand on parle d'intérêt, c'est là, c'est un concept qui est plutôt qui appartient au champ de la motivation et c'est quelque chose qui va se développer dans le temps et qui va avoir non pas un impact sur les apprentissages, mais bien sur les stratégies d'autorégulation des apprentissages. Et donc, c'est des choses qui vont, enfin, ça va agir en fait sur du long terme. Mais là, pour en revenir à la question de l'évaluation de la satisfaction, très clairement, on est sur des mesures post-formation très classiques, en général même immédiatement après la formation, voire 1 à 2 semaines en fonction du système qui est mis en place. Est-ce que c'est un système en ligne ou en présentiel? Donc, je reviens à mon propos de tout à l'heure. Donc finalement, pourquoi évaluer la satisfaction? À quoi ça sert? Donc la satisfaction, elle est utile puisque c'est une satisfaction client. Et puis, elle est utile parce que si les participants sont intéressés, alors ils feront plus d'efforts pour apprendre. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, nous n'avions pas d'éléments empiriques pour pouvoir accréditer ce point de vue, en tout cas du point de vue de la recherche. Et surtout, et ce qui est plus problématique, pas de définition consensuelle de la satisfaction en formation. Donc, j'ai travaillé donc dans le cadre, je vous disais tout à l'heure, d'une convention CIFRE sur la question. Donc moi, je vais vous présenter la réponse aux questions que posait Kirkpatrick. Je vais vous parler du concept d'intérêt situationnel, mais très rapidement, puisque c'est pas tout à fait l'objet de mon propos. Ou alors peut-être que ce sera quelque chose qu'on pourra poursuivre ensuite quand on se verra en présentiel. Voilà, donc ça sera à voir ensemble. Donc au niveau du protocole de recherche, donc c'est une analyse par questionnaire, donc avec une approche psychométrique. Et la population, ce sont des salariés des industries de santé, donc formation professionnelle continue, ayant suivi une formation présentielle à l'IFIS. Donc le questionnement recherche qui a découlé de la question pourquoi évaluer la satisfaction en formation était le suivant. Si finalement la satisfaction que l'on évalue, c'est une satisfaction du client apprenant, eh bien sans doute serait-il pertinent d'aller regarder ce qu'il y a dans la littérature sur la satisfaction client, notamment dans le domaine du marketing, euh, donc ça, c'était un premier point. Mais j'ai aussi investigué des recherches qui m'ont paru d'ailleurs très intéressantes dans le domaine de la santé sur la satisfaction patient, puisqu'en fait, aujourd'hui, eh bien, de plus en plus, d'ailleurs, même en France, en fait, hein, on le voit dans les hôpitaux, vous avez des questionnaires aujourd'hui de satisfaction patient à compléter. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir finalement comment était construite la définition, alors certes théorique de la satisfaction, comment est-ce qu'elle est opérationnalisée, comment est-ce qu'on peut effectivement l'évaluer, et puis surtout pour expliquer quoi. Parce qu'en fait, ça aussi, c'est une question qu'il faut bien avoir en tête. Évaluer la satisfaction ou l'apprentissage ou le transfert ou le résultat ou peu importe l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Finalement, qu'est-ce qu'on veut en faire en fait de ces résultats? Et si on retourne au domaine de la formation, très clairement aujourd'hui, on sait que par rapport au modèle de Kirkpatrick, qui était présenté comme un modèle hiérarchique au départ, on sait que la satisfaction, en fait, elle est bien loin d'expliquer, elle n'explique pas, je vais être encore plus claire, l'apprentissage. Donc elle n'est pas prédictive de l'apprentissage. D'accord? Donc finalement, si elle n'est pas prédictive de l'apprentissage, si elle ne prédit pas les autres niveaux, pourquoi est-ce qu'on va continuer à évaluer la satisfaction dès lors
que l'on parle de l'évaluation de la formation. Eh bien, dès lors qu'on regarde du côté de la satisfaction client et satisfaction patient, on voit donc là aussi, c'est une méta-analyse qui a été conduite par CITIA en 99 et qui a essayé de recenser les indicateurs, enfin les variables en fait, qui ont été mises en relation avec la satisfaction du patient. Et notamment, finalement, la satisfaction du patient, elle permet de prédire l'intention du patient de revenir finalement dans le même hôpital pour poursuivre, enfin pour s'il a besoin de nouveau, pas pour poursuivre ses soins, mais s'il a de nouveau besoin de se soigner. Donc ça paraissait tout à fait intéressant comme un indicateur qui nous sort un petit peu du champ de la formation. Et donc, la question que je me suis posée, finalement, si la satisfaction, c'est une satisfaction client, elle devrait peut-être prédire d'autres critères auxquels on ne s'est pas forcément intéressé. Donc, j'ai construit, je vous montrerai des outils de mesure, un outil de mesure d'intention de retour en formation. Et puis, une deuxième question, qui était la question de Kirkpatrick, quand il dit que la satisfaction, elle est liée à l'intérêt de l'apprenant en formation et son envie d'apprendre. Donc là, moi, j'ai travaillé sur le concept d'intérêt situationnel, mais je ne le présenterai pas aujourd'hui. Alors, l'idée, c'était surtout de vous donner une illustration sur cette recherche pour que l'ensuite, on puisse en dégager justement quelques principes méthodologiques pour élaborer des outils. Et ce qu'on verra ensemble, notamment lors de notre atelier. Donc, pour développer une échelle de mesure de la satisfaction, finalement, quelques étapes. Tout d'abord, un état des lieux des outils existants dans la littérature, puis la construction, en fait, d'une échelle de mesure à partir de ces éléments, et puis une étude de la validité des échelles, puisque c'est bien la question de la fiabilité, en fait, des données que l'on va collecter qui se pose et également de la validité. Donc, je vais aller très vite. Je vous ai quand même mis ce tableau. De toute façon, vous aurez à disposition les slides pour voir finalement les différents types de validité que l'on va étudier dès lors que l'on va développer un outil de mesure d'un construit psychologique, en l'occurrence ici de la satisfaction en formation, dans une approche psychométrique. Donc, je ne vais pas aller très très loin là-dessus. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est un tableau dans lequel vous avez finalement différentes échelles, différents outils de mesure de la satisfaction. Donc vous en avez quelques-unes ici, à partir desquelles j'ai élaboré mon échelle que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors ce qu'il faut savoir aussi, l'une des difficultés d'ailleurs de l'élaboration de ces outils, c'est que finalement la littérature elle est principalement anglo-saxonne et donc on ne peut pas en fait facilement prendre ces outils et les utiliser directement dans le cadre de la recherche. Donc il faut vraiment les construire en français puis les contextualiser. Si vous regardez la première échelle, donc c'est une échelle qui va mesurer la satisfaction mais qui va comporter trois dimensions. Donc la satisfaction dans la définition de Ware et Boons, c'est une satisfaction à trois composantes. Donc ça va être le plaisir en formation, l'utilité de la formation et la difficulté de la formation. Donc ça c'est la définition en fait opérationnalisée de Ware et Boons. Ensuite, si vous prenez Aliger et al. En 97, vous avez ce qu'ils appellent les réactions, enfin la dimension affective, là encore, la dimension utilité perçue, et puis ensuite une troisième dimension, ils combinent les deux. Donc moi, ce que j'avais retenu, c'était l'utilité perçue de la formation. On voit que c'est aujourd'hui quelque chose qui est consensuel. Hein. Pour définir la satisfaction, l'utilité perçue de la formation, c'est bien une dimension de la satisfaction. Autrement dit, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est vrai par rapport à la toute première définition de Kirkpatrick, où il dit être satisfait, la satisfaction, c'est finalement dire ce qu'on en a pensé en sortant de manière très très subjective. Aujourd'hui, on a quand même des définitions qui sont beaucoup plus complexes que ça de la satisfaction, et on voit que c'est en fait quelque chose qui est multifactoriel. Mais c'est le cas aussi pour les différents niveaux que je vous ai présentés tout à l'heure en fait. Hein. Vous avez la satisfaction vis-à-vis des objectifs et voilà, du contenu de la formation. Je viens de voir que je pouvais utiliser le curseur. La satisfaction pour les méthodes,
On va retrouver la notion d'utilité. Et puis là, par exemple, c'est intéressant de voir que finalement, quand on évalue la satisfaction, on peut évaluer la satisfaction vis-à-vis des intervenants, mais aussi vis-à-vis du process administratif, vis-à-vis, par exemple, du process même d'évaluation, etc., etc. Donc voilà. Donc finalement, ce premier tableau, c'est pour vous montrer que il y a quand même une richesse aujourd'hui en termes d'outils de mesure, même s'il y en a beaucoup moins que sur d'autres niveaux, que l'on est quand même sur un concept qui est plutôt multifactoriel. Et l'idée étant aussi, lorsque vous-même vous êtes amené à concevoir en fait, à essayer de mettre en place l'évaluation d'un dispositif de formation, que ce soit de la satisfaction ou l'apprentissage ou du transfert, peu importe en fait, mais dans votre méthodologie, le fait de travailler en fait avec des catégories et de bien identifier les différentes dimensions que vous allez souhaiter évaluer, en fait, est fondamental puisqu'il va structurer la manière dont vous allez concevoir vos outils, mais surtout, il vous permettra de pouvoir interpréter les scores que vous allez obtenir. Parce que dire que finalement, en moyenne, j'ai un score de 80%, que les gens sont contents et qu'en gros, ils ont 80%, ce qu'on fait beaucoup hein, dans les entreprises en tout cas, euh, eh bien, dire ça, cela ne nous éclaire pas beaucoup sur la question. Par contre, dès lors que je vais pouvoir affiner un petit peu les choses et dire oui, mais alors voilà, dans ce score-là, finalement, si je prends mes différentes dimensions, la satisfaction pour le formateur ou les intervenants, hein, le formateur étant rien d'autre qu'une figure, elle est très très forte, alors que du côté des méthodes pédagogiques, c'est moins intéressant. Ça vous donne déjà la possibilité d'avoir une vision un petit peu plus fine des choses. Donc là, je vous montre très rapidement, mais vous les aurez à disposition, en fait, une échelle de mesure de la satisfaction, donc telle qu'elle a été validée, et dans laquelle on va retrouver, donc moi, ce que j'ai retenu, avec ensuite les différentes analyses et les différentes passations que j'ai pu faire, finalement 13 items avec 4 dimensions. Une première sur les UP veulent dire utilité perçue de la formation. Donc les DP, c'est la difficulté perçue de la formation. Je reprends le curseur, voilà. La satisfaction pour les méthodes pédagogiques alors ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est quand je dis satisfaction pour les méthodes pédagogiques, cela renvoie bien à la manière dont sont opérationnalisés les items, c'est-à-dire la manière dont le déroulé de la formation m'ont permis de prendre une part active dans la formation, m'ont permis de partager des expériences avec d'autres. Alors là, en l'occurrence, hein, les items sont toujours contextualisés. Donc ici, c'était de partager des expériences professionnelles avec d'autres stagiaires, voire sur les pratiques des entreprises. Et puis, vous avez également une dernière dimension qui est la satisfaction, ce sont les items forts, la satisfaction pour le formateur, où là, on est bien plus sur l'animation de la formation, le fait qu'ils étaient à l'écoute des stagiaires, etc. Donc ça, c'est une première échelle de mesure. On verra tout à l'heure, on se posera la question, tout ça c'est bien, mais pourquoi faire? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'un déjà de mes objectifs à moi, c'était de pouvoir concevoir un outil de mesure qui soit valide, fiable, selon l'approche psychométrique que j'ai évoquée tout à l'heure. Mais surtout, de mettre à l'épreuve ce qu'avait dit Kirkpatrick au départ, notamment le fait que la satisfaction en formation, telle qu'elle est mesurée aujourd'hui dans la littérature, c'est bien une satisfaction client. Et si c'est une satisfaction client, elle doit permettre de prédire l'intentionnalité de retour en formation. Et donc, j'ai construit là aussi des items pour pouvoir mesurer l'intention de retour en formation. Alors, il faut bien regarder, quand vous regardez les items, hein, ce sont bien des expressions qui sont conditionnelles. Donc, si j'ai besoin de me former pour développer mes compétences professionnelles, j'ai l'intention d'avoir recours à l'UFI, si cela m'est possible, d'accord? Donc, c'est bien une intentionnalité, hein, c'est pas un retour réel. Et donc ensuite, ce que j'ai essayé d'étudier, c'est la relation finalement entre ces deux mesures. Donc, je vais vous afficher un, un grand schéma avec, avec plusieurs éléments, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'idée. Finalement, premier point, la satisfaction, donc, elle permet bien de prédire l'intention de retour en formation. Donc, ce qui est plutôt intéressant parce que, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle permet pas de prédire l'apprentissage. Donc, elle est peut-être plus intéressante à étudier en relation avec d'autres variables que celles qui ont été considérées jusqu'à présent. Et puis,
étant donné que c'est une échelle composite, d'accord, on a la satisfaction qui est composée de 4 dimensions, la satisfaction pour le formateur, la satisfaction pour les méthodes pédagogiques, l'utilité perçue de la formation et la difficulté perçue de la formation. Eh bien, on peut se poser la question finalement de ces 4 dimensions, lesquelles expliquent le mieux cette intentionnalité de retour en formation. Et donc, finalement, on s'est rendu compte que eh bien, la facette de la satisfaction qui permet de mieux expliquer l'intentionnalité de retour en formation, c'est le formateur, c'est la facette formateur, qui finalement va jouer le rôle de médiateur entre l'utilité perçue de la formation et la satisfaction pour les méthodes pédagogiques sur l'intentionnalité de retour en formation. Alors, une question qu'on peut se poser à ce niveau-là, alors déjà une première réaction peut-être se dire bah tiens finalement le formateur est au centre et on est alors il faut bien avoir en tête qu'on était moi dans le cadre de ma recherche sur une formation présentielle, d'accord, où les formateurs étaient des experts du sujet en présentiel en face à face pédagogique. Et donc, à l'époque, je m'étais dit qu'il serait quand même bien de mettre à l'épreuve ce modèle dans d'autres situations et contextes de formation. Et donc, c'est ce que nous avons fait cette fois-ci pour étudier un MOOC. Donc là, on n'est plus du tout dans un modèle présentiel classique en face à face pédagogique. Je vous ai pas mis les résultats de cette recherche ici, mais ce que j'ai essayé de tester, c'était de voir si on retrouvait finalement les mêmes résultats. Sachant que, bien sûr, il a fallu réadapter un petit peu les échelles et que la dimension satisfaction pour le formateur, dans le cadre du MOOC qui avait été étudié, en fait, ce sont plus des animateurs, des facilitateurs, ce ne sont pas forcément des intervenants experts du contenu, et sachant que dans le MOOC, finalement, on avait d'autres ressources que le formateur pour apprendre. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on retrouve la même relation, donc la satisfaction vis-à-vis pour la formation vis-à-vis du MOOC, elle prédit bien l'intention de réutiliser, d'avoir recours au MOOC, donc de la même manière, et on retrouve le même modèle que celui que je vous présente ici, à savoir c'est bien la satisfaction pour les animateurs, hein, ce que j'appelle le formateur, et bien qui va médier la satisfaction pour les autres facettes et qui va impacter l'intentionnalité de retour en formation. Et si on met en perspective ces deux recherches, en tout cas pour l'instant c'est une hypothèse qu'il faudra encore aller explorer sans doute sur d'autres dispositifs, mais finalement on pourrait dire que c'est presque le facteur humain, hein, puisque dans un cas le formateur c'est vraiment l'expert, dans le deuxième cas eh bien on a euh, plusieurs métiers, si vous voulez, d'animateurs. Et c'est vraiment la dimension humaine, en fait, qui semble, en tout cas, agir de manière très très forte sur cette variable. Alors, je vais passer vite sur ce point-là. Éventuellement, on pourra revenir là-dessus lorsque on se verra en présentiel, si vous le souhaitez, euh, puisque ce serait une autre manière finalement d'étudier la satisfaction en formation. Mais cette fois-ci, en s'intéressant à la question de la dimension affective de la satisfaction et la manière dont finalement l'intérêt va pouvoir justement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt individuel pour un thème ou pour un contenu de formation va pouvoir en fait se développer à travers des caractéristiques pédagogiques d'une situation. Mais je le mets vraiment de côté pour l'instant. Donc, conclusions de cette recherche. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la satisfaction en formation prédit l'intention de retour en formation. L'intention de retour en formation est donc une variable qui est liée à la fidélité client dans la recherche sur la satisfaction du consommateur. Et donc, on peut bien dire effectivement que la satisfaction en formation peut être considérée comme de la satisfaction du client apprenant. Alors, quelques réactions, enfin quelques remarques. La première, pour moi, l'objectif de vous présenter ce petit extrait de cette recherche, c'était déjà qu'on puisse regarder un petit peu quels peuvent être les outils de mesure finalement, et puis comment est-ce qu'on peut les construire et les développer. Donc ça, je pense qu'on pourra y revenir ensemble.
Mais l'idée aussi, c'était de bien illustrer la question qu'on évoquait tout à l'heure, de bien savoir ce que l'on veut évaluer et pour en faire quoi. Et finalement, même le cas de la satisfaction qui est quelque chose qui est bien souvent connu de tous, puisque tout le monde évalue la satisfaction, quand on regarde vraiment ce que eh bien, c'est pas aussi simple. Et puis, finalement, l'évaluer, ça sert à quoi? Il faut aussi se poser cette question. Et finalement, évaluer la satisfaction, en tout cas dans cette approche et avec ce type d'outil de mesure, si c'est dans une approche effectivement, vous savez, une approche plutôt à qualité vis-à-vis des clients, hein, les clients apprenants, qui peuvent être enfin, je veux dire, dans différents contextes, c'est pas un problème. Le tout, c'est de savoir ce que je fais et avec quelle variable est-ce que je peux mettre ça en relation. Que va vouloir dire mon score de 80%? Il va me permettre d'expliquer quoi? Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le garder en tête et dans toute démarche en fait d'élaboration d'outils et de méthodologie d'évaluation en fait. Donc ça me paraît vraiment fondamental. Alors, je voudrais aussi reprendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on s'est dit ensemble sur l'évaluation. Donc là, je quitte un petit peu les niveaux de Kirkpatrick, je quitte la question de la satisfaction en formation et je vous propose en fait de regarder un petit peu différemment euh, les niveaux d'analyse justement de l'évaluation de la formation. Alors, je vais commencer par les niveaux d'analyse de la formation selon des jeux. Donc pour analyser les phénomènes de formation, il faut donc les rattacher donc à ce que nomme des jeux comme un choix d'échelle d'observation. Et donc expliciter ce choix permet d'appréhender la réalité sous différents points de vue et se saisir ainsi de ce qui paraît des observations contradictoires en les rattachant à une focale d'observation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout à l'heure, au démarrage de mon propos, je vous ai parlé vraiment des différentes ambiguïtés que porte l'expression évaluation de la formation. D'accord? Est-ce que l'on parle de l'évaluation des dispositifs? Est-ce que l'on parle de l'évaluation des individus? Est-ce que l'on parle de l'évaluation des actions, etc., etc. On a également dit que lorsque l'on parle d'évaluation de la formation, il faut se poser la question, est-ce que je renvoie à la question de l'évaluation de l'efficience de la formation? Est-ce que je parle de l'évaluation de l'efficacité de la formation? Si je parle de l'efficience, est-ce que j'ai bien en tête que la question de l'efficience, elle est tout de même à un moment donné conditionnée au fait que j'ai travaillé un petit peu en amont sur l'analyse de besoins hein, du client final de la formation. Euh, voilà. Et puis si je suis sur la question de l'efficacité, ai-je bien précisé mes objectifs de formation. Donc, on a parlé d'un certain nombre d'ambiguïtés, mais on peut aussi se dire que dès lors que l'on parle d'évaluation de la formation, il faut se poser aussi la question des acteurs de l'évaluation. Donc, selon là où va se situer cet acteur, il n'aura pas là non plus la même acceptation du terme, ou en tout cas les mêmes enjeux derrière l'évaluation. Donc, finalement, et c'est pour ça qu'en fait, on distingue justement trois niveaux d'analyse de la formation. Le niveau macro, qui va se situer au niveau sociétal et économique. Le niveau méso, qui va être plutôt celui de la conception du dispositif de formation. Et puis le niveau micro, qui est le niveau de l'individu. Donc, le niveau macro, qu'est-ce que c'est que le niveau macro du point de vue de l'analyse de l'évaluation de la formation? Donc l'efficience et ou pardon, il manque un mot et l'efficacité. Donc l'efficience et ou l'efficacité de la formation, elle va être vue sous l'angle des enjeux et contextes politiques, socio-économiques et ou institutionnels, ainsi qu'aux freins et aux ressources liées au développement de la formation en entreprise ou dans des contextes qui sont beaucoup plus larges. Euh, le niveau méso, cette fois-ci, les acteurs qui vont se situer à ce niveau-là, puisqu'ils renvoient à l'efficience ou à l'efficacité de l'ingénierie pédagogique mise en œuvre pour concevoir la formation, on voit qu'ici les enjeux ils vont être sur le développement des capacités, des compétences au niveau collectif et individuel.
Et puis, le niveau micro, c'est le niveau de l'individu, c'est-à-dire de ce fameux client apprenant, si je parle de la satisfaction, mais en tout cas de l'apprenant. Il s'agit de la perception de l'efficience et ou de l'efficacité, mais cette fois-ci, vu du point de vue de l'individu. Et donc, dès lors que l'on est dans la mise en place, en fait, l'élaboration d'un dispositif de formation, on est en tête les étapes que l'on a évoquées tout à l'heure de l'ingénierie pédagogique et notamment là-dedans l'évaluation de la formation, on travaille finalement avec des acteurs qui sont situés euh, assez différents finalement niveaux d'analyse. Et très clairement, là aussi, on peut avoir des enjeux qui peuvent sembler finalement contradictoires, mais si on les rattache à cette focale d'observation, eh bien on arrive à là aussi encore à lever des ambiguïtés. Et puis moi je voulais surtout revenir à la question que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir l'évaluation est en amont de la conception du dispositif. C'est presque trop tard si on n'y a pas pensé avant. Voilà. Donc c'est un petit peu dans l'idée. Et donc finalement, on va essayer d'approcher la question un petit peu différemment et je vais revenir à la question qui a été posée tout à l'heure sur la question du transfert. Euh, Comment est-ce qu'on peut concevoir, donc j'ai pris le niveau 3 en fait de Kirkpatrick, maintenant on pourrait aussi se dire comment concevoir des dispositifs qui favorisent les apprentissages, comment peut-on concevoir des dispositifs qui favorisent la satisfaction, etc. etc. Donc moi j'ai souhaité l'illustrer en tout cas par le transfert pour montrer que si l'on a en tête cet objectif-là au départ, eh bien, on peut aussi se donner les moyens de l'évaluation. Donc, ce que je vous ai mis ici, ce sont finalement les facteurs qui ont été identifiés, là aussi à travers un certain nombre de recherches, comme ayant un impact justement sur le transfert, un impact et donc favorisant le transfert. Vous avez, si je reprends mes différents niveaux de tout à l'heure, j'ai parlé des 3 niveaux, micro, méso et macro, mais par exemple les caractéristiques des stagiaires. Alors, la question du transfert, elle est très large puisqu'en fait, elle se situe en contexte de travail. Ce qui veut dire qu'en fait, la question du transfert, elle se pose cette fois-ci presque hors du champ de la formation. On est bien dans le champ du travail. Donc, les stagiaires sont profondément impliqués dans leur emploi, sont plus motivés pour apprendre et pour transférer leur savoir sur leur lieu de travail. Donc, la question du transfert, elle est aussi rattachée à l'implication en fait des personnes dans leur activité professionnelle. Donc, vous voyez que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais finalement, on cherche bien souvent à évaluer les effets de la formation en se disant que la formation comment dire, est responsable de tous ces effets-là, mais il y a bien d'autres facteurs par ailleurs qui peuvent également intervenir. Donc, un deuxième point, les gestionnaires qui croient en la valeur de la formation sont beaucoup plus motivés pour appliquer leurs nouveaux acquis au travail. Donc là aussi, voilà, la dimension valeur de la formation. Donc là, c'est un résultat d'une recherche qui a été menée. Et puis, l'atteinte des objectifs de la formation par les stagiaires joue un rôle important vis-à-vis de leur motivation à apprendre et à transférer ce qu'ils ont appris. Donc, finalement, sachant cela, qu'est-ce que l'on pourrait faire pour concevoir des dispositifs favorisant le transfert? Si je prends le dernier cas, qui est finalement le cas plutôt simple, l'atteinte des objectifs de la formation par les stagiaires joue un rôle important. Euh, Encore faut-il avoir bien précisé, donc qu'ils aient bien eu connaissance des objectifs, qu'ils aient été dans l'idéal, enfin dans l'idéal, mais en tout cas si on est sur la question du transfert, co-construit avec eux. Donc vous voyez, ça pose aussi ces questions-là. Si on considère justement le second point, en fait, les gestionnaires qui croient en la valeur de la formation sont beaucoup plus motivés pour appliquer leurs nouveaux acquis au travail. En amont, cela veut dire, par exemple, si on pense au dispositif, en fait, lorsque vous déployez des actions de formation, surtout quand elles sont déployées de manière un petit peu large, la dimension communication autour du déploiement des actions de formation elle est fondamentale, mais une communication effectivement qui permette de donner des éléments aux individus pour pouvoir effectivement donner de la valeur en fait à la formation qu'ils vont suivre. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on peut agir en amont
pour pouvoir concevoir des dispositifs qui favorisent le transfert. Mais également du côté de la conception de la formation, vous avez 4 principes d'apprentissage de base généraux qui ont été étudiés et appliqués par la recherche sur l'amélioration du transfert. Il y a eu d'autres études depuis, donc elle est un petit peu ancienne, mais ça reste quand même une recherche de référence. Donc comment est-ce qu'on va favoriser le transfert dans la manière dont on va concevoir cette fois-ci la formation. Donc le premier est celui des éléments identiques. Donc l'idée étant que lorsqu'on va construire la formation, il faudra qu'il y ait des éléments qui soient identiques entre la situation de formation et le poste de travail. Le second est celui des principes généraux, des règles générales et des principes théoriques. Le troisième est celui de la variabilité alors d'estime vie, donc l'idée étant de varier le type d'activité. Et puis le quatrième principe est celui des conditions de pratique, et donc l'idée étant de se dire si je veux une formation qui soit orientée vers le transfert, si on est vraiment sur une formation métier par exemple, il faut qu'effectivement il puisse y avoir une mise en œuvre dans le temps qui soit planifiée plutôt qu'une pratique intensive. Alors faites attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont les seuls éléments leviers qui vont favoriser le transfert, mais c'est surtout pour vous dire qu'ils peuvent vraiment se décliner à différents niveaux. Et dès lors qu'on a travaillé dessus en amont, ça nous permet aussi de construire à côté de ça des indicateurs en fait pour pouvoir mettre en place l'évaluation par la suite. Et enfin, là aussi, vous avez des variables qui vont être liées très clairement, dès lors qu'on parle du transfert, à l'environnement de travail. Donc, une gestion incluant des échanges préalables à la formation et le soutien du responsable hiérarchique contribue de façon importante à l'augmentation du transfert des apprentissages. C'est pour ça que le modèle de Kirkpatrick, finalement, il était quand même au-delà des questions de lien de causalité, mais il était quand même très très léger. Se dire que le transfert, il est juste lié à la capacité de l'individu à pouvoir transférer sur le plan, par exemple, cognitif, c'est tout de même ignorer que l'on se situe dans un contexte de travail et on sait aujourd'hui que le soutien, ce qu'on appelle le soutien organisationnel, hein, ça peut être le responsable hiérarchique, ça peut être, mais le soutien organisationnel, qui cette fois-ci lui est ancré dans le contexte de travail, eh bien il va contribuer de façon importante à l'augmentation du transfert des apprentissages. On a également le niveau d'autonomie dans le travail, qui est un élément important. On a également le fait de pouvoir, à l'issue de la formation, valoriser les actions de l'individu dans son environnement, l'occasion de mise en pratique, donc si les stagiaires ont besoin d'avoir l'occasion de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris récemment pour pouvoir le transférer, et puis la question du délai qui était un petit peu évoquée tout à l'heure, mais le temps s'écoulant entre la fin de la formation et l'application des acquis en situation de travail a également une influence. Donc, l'idée est de dire que finalement, en sachant tout cela, eh bien, on peut en tenir compte justement dès lors que l'on va concevoir des dispositifs. Et on est déjà dans un objectif qui est, comment dire, qui est précisé et pour lequel justement on peut se donner les moyens de décrire précisément les objectifs à atteindre, formaliser justement les critères et mettre en face les outils adéquats. Mais là, très clairement, on voit bien que tous ces éléments, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, mais finalement, je fais peut-être un petit peu un raccourci, mais comment est-ce qu'on évalue le transfert? C'est très contextualisé. Donc après, on peut s'inscrire dans une démarche méthodologique pour le faire, mais j'insiste, c'est quelque chose qui reste contextualisé.